Cet après-midi, nous ouvrons avec la session qui porte sur la pédagogie spécialisée et les habiletés cognitives à l'épreuve de l'école inclusive. Donc, il nous avait semblé important d'avoir ce temps sur la pédagogie spécialisée dans troubles développementaux du langage. Et donc, nous accueillons Claire Malnory, qui est enseignante spécialisée dans différents dispositifs qui relèvent de l'école inclusive. Elle exerce depuis 18 ans à l'Institut Saint-Charles auprès d'enfants avec TDL et plus particulièrement actuellement dans une fonction donc, de directrice pédagogique. Et puis Madame Joëlle René, qui est enseignante spécialisée et conseillère pédagogique en poste en tant que chargée de mission troubles spécifiques du langage et des apprentissages sur le premier et le second degré dans le service école inclusive de la SDEN 67. Donc, c'est une co-intervention entre des collègues du terrain, de deux terrains distincts, mais qui se rejoignent. Donc, voilà, je vais laisser la parole à nos collègues. Bonjour. Donc, je vais vous présenter comment nous accompagnons les enfants avec des troubles du langage dans le langage écrit, ceux dans le passé, et puis tous les changements que nous avons été amenés à faire au cours des dernières années. Donc, notre accompagnement repose sur notre observation qui a été co-construite en équipe pédagogique, mais aussi parce que nous avons la chance de travailler en équipe pluridisciplinaire avec les différents membres de l'équipe ainsi que des professionnels extérieurs à l'Institut. Bon, pour commencer cette présentation, je vais citer le RIDDLE, qui est un groupe de professionnels, de parents et d'enseignants qui disent, ce qu'ils disent correspond réellement à notre orientation au sein de l'Institut, et ce depuis toujours, avec une nuance quand même très importante, qui est l'accompagnement des aidants, ce que nous essayons effectivement de mettre en place maintenant. Donc, on a bien là une meilleure prise de conscience sur le TDL dans les écoles permettrait de mieux développer et mettre en valeur les compétences des enfants afin qu'ils ne soient pas désavantagés s'ils ne réussissent pas bien selon les mesures scolaires conventionnelles. Donc, un petit retour en arrière pour mieux situer l'évolution de l'accompagnement et la problématique que nous rencontrons actuellement. Donc, lors du colloque organisé par le CRTLA il y a 10 ans, nous avions présenté, ma collègue Monique Bachelier et moi-même, l'entrée dans le langage écrit, le lire, l'écrire, et aussi dans la numération, en reposant toute notre démarche sur ce qu'elle était alors, la démarche socio-constructiviste. Ceci est toujours très actuel et surtout que notre objectif est toujours aussi le même, c'est-à-dire accompagner les enfants vers un cursus scolaire ordinaire, mais avec quelques nuances et une qui est assez fondamentale, c'est que maintenant l'école inclusive s'impose à tous. Alors, où en sommes-nous maintenant en 2021 ? Malgré un travail important dans ce sens, nous sommes freinés pour accompagner à bien ces élèves à s'inscrire dans l'école inclusive. On l'a plus particulièrement ressenti cette année avec le confinement que nous vivons. Mais ceci n'explique pas tout. Donc, la question, c'est quels sont les freins alors que tout porte à penser que c'est possible. Alors, je vais maintenant vous présenter les 3 axes de travail, plus particulièrement avec le premier axe qui se réfère à une des missions premières de l'école, la compétence à être lecteur, et on retient que l'accès à la connaissance repose sur les compétences à être lecteur. Par lecteur, on entend d'une part le déchiffrage, le codage, et d'autre part la compréhension. Le schéma des Calimagnon présente les diverses contraintes qui pèsent sur l'apprentissage de la lecture, ceux dont l'apprenti lecteur et ses difficultés. Nous allons tout d'abord nous concentrer sur l'apprenti lecteur-scripteur et voir comment celui-ci va pouvoir mettre en œuvre des automatismes de lecture. Donc pour cela, il est important de rappeler ce que l'ensemble des recherches s'accordent pour signifier que l'apprentissage de la langue écrite dépend de la connaissance de la langue orale.
par ailleurs que l'apprentissage de la langue écrite dépend également des compétences phonologiques qui mènent à la correspondance graphème-phonème, donc ce qu'on appelle le B-A-BA. Ce sont effectivement deux points très importants puisque nous parlons d'enfants qui ont des troubles du langage oral. Et en effet, la langue orale pour ces enfants est déficitaire et les compétences phonologiques, la discrimination auditive des sons est également déficitaire. On comprendra alors que l'élève, si on ne peut pas dire complètement qu'il n'accède pas au décodage-encodage, mais que ceci est vraiment très complexe pour lui. Donc, les connaissances à construire, ce qu'on décrit dans notre projet d'unité d'enseignement, elles reposent vraiment sur la mise en place de savoirs codifiés. Bien sûr, toute l'école et tous les apprentissages reposent sur l'accès à des savoirs codifiés. Mais ce qui est très particulier pour ces enfants, c'est qu'elle va être d'autant plus dans l'enseignement qu'on va en faire, on va être très attentif à bien structurer les apprentissages, décomposer les tâches en sous-tâches et par ailleurs susciter le langage oral et la communication afin de permettre des compétences langagières et l'accès à la connaissance. Ainsi, aussi, donc pour remédier les troubles langagiers, on a deux objectifs bien spécifiques, qui est d'une part étayer le langage oral et privilégier le lien oral-écrit, qui n'est pas du tout, comment on va dire, automatisé chez ces enfants, et pratiquer un enseignement structuré du lire, écrire, parler. Je vais revenir un à un sur ces deux objectifs. Donc, en premier lieu, étayer le langage oral. Qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, c'est développer le lexique. Et en effet, une des particularités de ces enfants est que le lexique n'a pas pu s'élaborer pendant la petite enfance de la même façon que pour les autres, on va dire globalement. Et que le trouble perdure et qu'il y a un vrai déficit de lexique. Donc, on va accompagner pour ce faire le projet d'évoquer, évoquer un mot, ne pas forcément mis en lien avec une image mentale pour l'enfant et les troubles développementaux du langage. Donc, il faut soutenir l'image mentale, l'amener à en créer en investissant les supports visuels, le mime, en expliquant, en décrivant ce langage, en représentant de différents contextes et en utilisant un langage épuré, en n'hésitant pas à répéter ce lexique afin qu'il soit mémorisé. Et bien sûr, on fera toujours, enfin bien sûr, c'est pas évident, mais effectivement, on fera toujours le lien entre l'oral et l'écrit. Pour eux, ce n'est effectivement pas du tout évident. On va prendre des supports de communication en amont de l'apprentissage, en amont d'une leçon d'oral, en amont d'une leçon de lecture, de grammaire, pour pouvoir inscrire le lexique vu dans une imagerie mentale, de façon à ce qu'ils puissent accéder à l'évocation et mémoriser ce lexique. L'autre point essentiel, c'est pratiquer un enseignement structuré du lire, écrire, parler. En effet, il faut structurer le code, sachant que le TDL est un trouble structurel qui est donc, il faut remettre de l'ordre dans la façon d'appréhender le monde chez ces enfants et notamment dans leur façon d'appréhender les apprentissages. Ainsi, donc, on va reposer l'apprentissage de code sur une démarche analytique. L'enfant va réapprendre à entendre parce que la discrimination auditive est déficitaire et l'enfant a énormément développé l'entrée visuelle, mais du coup, il n'investit plus cette entrée auditive qui est essentielle. On va favoriser l'entrée syllabique parce que la syllabe est beaucoup plus facile à entendre, à cerner que le phonème dans le mot. On comprendra que ba, donc banane, est plus facilement audible que ba. Et puis par ailleurs, on va utiliser les entrées multimodales de façon à favoriser l'évocation, comme notamment les gestes pour almésonie, les alphas ou d'autres gestuels.
Donc, pour structurer visuellement les syllabes, je vais vous montrer les bandes syllabiques qui sont maintenant bien connues, qu'on utilise depuis déjà longtemps, mais qui restent un outil très intéressant. Donc, l'enfant, par la bande syllabique, il va prendre conscience du mot. Une bande correspond à un mot. Il va choisir cette bande en travaillant sur la correspondance auditive ou verbale, en apprenant à écouter combien de syllabes il y a dans le mot. Quand je dis judo, 2 syllabes, donc il prendra une bande avec 2 syllabes et après, dans un autre temps, quand on élaborera et travaillera sur la syllabe do, il va repérer où se trouve la syllabe do dans les différents mots et mettre un jeton. On verra dans un autre temps encore l'entrée dans le langage écrit avec le graphisme et l'encodage. Donc on voit bien là qu'on décompose une tâche en sous-tâches. De la même façon, pour construire la syntaxe, on prendra des bandes syllabiques. Les couleurs vont correspondre à la nature des mots. Et une fois que l'enfant sera imprégné de la structure syllabique, on pourra enrichir la phrase. Je ne détaille pas plus cet élément. Donc ainsi, on peut dire que l'élève va accéder au décodage-encodage. Il pourra lire des textes de lecture comme tout à chacun. Mais on comprendra que ce travail va être long et du coup, qu'il va falloir lui proposer des textes qui vont être adaptés quant à la forme pour qu'il puisse lire. Si la forme est adaptée, bien le langage, le discours du texte sera épuré et les enfants auront alors peu accès, moins accès à la connaissance. On peut dire aussi qu'il est essentiel de rappeler qu'une rééducation orthophonique est vraiment très importante, même si là aussi, elle ne s'inscrit pas forcément dans la temporalité des cours correspondant à la classe d'âge de l'enfant, tout comme l'apprentissage dans le cadre de la classe, mais elle n'en reste pas moins essentielle. C'est pourquoi, il y a 7 ans, nous avons développé un nouvel axe de travail qui repose sur le numérique. En effet, si l'élève n'accède pas suffisamment au décodage-encodage, ou s'il y accède, mais c'est long et ça lui demande beaucoup d'énergie, on va lui proposer une réponse compensatoire grâce au lecteur vocal. La synthèse vocale va lui permettre d'être essentielle, il faut bien le répéter, bien insister sur ce point, parce qu'elle permet d'accéder à des textes de lecture qui sont semblables aux camarades de la classe de l'enfant et aux compétences de compréhension de l'enfant, pour certains. Voilà. Ça va permettre à l'enfant de se centrer sur la compréhension. Et ainsi, il va éviter la double tâche, ça allège la mémoire de travail et de surcroît la fatigabilité. Et puis par ailleurs, il va continuer un apprentissage de la lecture, visualiser dans le texte les mots tout en les écoutant, les identifier et cela va améliorer sa fluidité à la lecture. Ainsi, on peut dire que l'élève avec des troubles développementaux du langage va avoir accès à des textes correspondant à la classe d'âge, à sa classe d'âge et correspondant au texte que lisent ses camarades. Pourtant, on s'est rendu compte que l'accès à la connaissance reste toujours entravé. Alors, qu'est-ce que nous pouvons faire? On va proposer des textes qu'on va également adapter quant au fond. On adapte la forme, on adapte le fond. Un lexique épuré, une morphosyntaxe également épurée, la syntaxe aussi, de façon à ce que l'accès à la connaissance puisse se faire. Mais en épurant le langage de la sorte, on comprend que l'accès à la connaissance va rester limité. Donc, bien que les enfants, les adolescents puissent avoir accès à la langue écrite, il est difficile pour eux de s'inscrire en tant qu'élèves dans un cursus scolaire ordinaire et pour nous de les accompagner vers ce cursus. On fait différents constats. On s'aperçoit que l'élève va se précipiter dans l'action parce qu'il faut le mentionner, ces enfants, ces adolescents ont une vraie volonté de réussir et d'apprendre.
Donc, ils vont tout de suite vouloir répondre comme leurs camarades autour d'eux et ils ne vont pas traiter l'information. Ou bien, l'objet d'apprentissage va être vu, va être retenu, mais il ne va pas être compris parce qu'ils ne vont pas avoir évoqué et mis des images mentales dessus. Ou bien, une autre problématique également, ils ne vont pas pouvoir avoir accès à leur mémoire à long terme, en mobiliser leur mémoire de travail pour ce faire, et ils ne vont pas retrouver l'information. Ces enfants aussi souffrent du manque du mot, donc ils ne vont pas retrouver les mots pour pouvoir énoncer l'information. Donc, l'élève va être très dépendant de l'adulte, comme vous le voyez, mais il va être aussi dépendant de l'adulte pour retrouver la démarche à suivre, pour s'organiser dans la tâche. Donc, suite à tout cela, on peut dire que les difficultés langagières sont certes déficitaires, mais elles ne sont pas seules à entraver l'accès à la langue écrite. L'accès à la connaissance ne dépendrait peut-être pas de la seule rééducation ou compensation de la langue écrite. C'est pourquoi, si on reprend le schéma de Calais-Magnon et que l'on regarde de façon un peu plus générale de quoi dépendent les apprentissages, et notamment la lecture, on a vu que l'apprentissage lecteur-scripteur a besoin de construire des automatismes de codage, décodage pour entrer dans la lecture. Ce matin, les Visco ou Dolven Gessong ont abordé les contraintes sociales. On a vu aussi que le langage écrit dépend des compétences en langage oral. La connaissance est quelque chose d'essentiel pour tous les enfants également. La motivation, ce sont effectivement des enfants, des adolescents qui sont très motivés. Cependant, vous comprendrez que si l'enfant, l'adolescent est en échec, répète l'échec, ne comprend pas pourquoi il ne comprend pas, il va perdre en confiance et l'estime de soi va être déficitaire et ne va pas l'amener à se lancer de façon aussi spontanée dans les apprentissages. Donc maintenant, on ne va pas revenir là-dessus. Bon, je vais quand même dire que l'intérêt justement dans l'équipe pluridisciplinaire et dans l'accompagnement notamment que l'on propose, c'est l'intérêt d'avoir un accompagnement avec des éducateurs qui vont travailler sur la motivation, sur la reconstruction de l'image de soi. Et de la même façon, les suivis psychologiques travaillent dans ce sens. Donc maintenant, on va s'arrêter sur la cognition afin d'essayer de comprendre quels peuvent être les freins d'accès à la connaissance. Donc, la cognition, qu'est-ce qu'on entend par là? Eh bien, tout particulièrement, les capacités d'automatisation, de mémorisation, de généralisation, ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Voilà déjà plusieurs années qu'on entend parler des apports de la neurosciences, mais le temps de se former, de les réinvestir dans une pratique pédagogique prend effectivement du temps. Mais on retient donc l'importance des habiletés cognitives liées aux fonctions exécutives et on pourrait dire que la problématique inclusive reposerait peut-être sur le fait que les habiletés cognitives restent altérées ou ne sont pas automatisées. En effet, ces élèves, on le voit, peuvent apparaître par moments perdus dans le langage. Ils ont du mal à prioriser une information, savoir par où commencer. On pourrait dire aussi que leur petite voix intérieure, qui est essentielle, on le sait, eh bien chez eux, elle n'est pas en place. Donc, tout ceci sont des hypothèses qui nous amènent à développer un nouvel axe de travail et on retient que les habiletés cognitives procédurales sont le point d'ancrage sur lequel l'enseignement doit aussi porter son attention. Donc, pour commencer, pour illustrer les habiletés dont je parle, les compétences d'évocation, le cheminement de la pensée, la mise en lien, l'importance du vécu, tout ce qui est troublé dans les troubles développementaux du langage, je vais vous passer une petite
un petit extrait du film de Laurent Tirard, Le petit Nicolas de René Goscinny. Alors, qu'est-ce que vous étudiez cette année? Les fleuves. Ah, les fleuves. Bon, nous allons interroger quelqu'un. Oui, bien sûr, Agnan, si tu veux bien te lever. Non, pas toi. Toi là-bas. Comment t'appelles-tu, mon garçon? Clotaire, monsieur. Très bien. Alors, dis-moi, quel est le fleuve qui traverse Paris? Ben, je t'écoute. Le fleuve qui traverse Paris. Tu m'as bien dit que t'avais été sur des bateaux mouches avec tes parents. La Seine? Alors, qu'est-ce que vous étudiez Pardon. Alors, donc, vous voyez bien là que si Clotaire réussit à retrouver la connaissance, enfin, réussit à retrouver la réponse en ayant accès à sa connaissance, c'est très long. On voit tout le déroulement du cheminement de pensée, par où il doit passer. La compétence d'évocation, comme je le disais auparavant, qui est très importante, et la mise en lien, donc du vécu, avec un contexte autre, qui est le contexte scolaire. Donc, on pourrait dire, suite à cela, que si l'élève lecteur, scripteur, n'accède pas aisément aux connaissances, il s'agit de développer les habiletés cognitives et notamment d'accompagner le traitement de l'information. Donc, pour ce faire, développer la capacité à évoquer, accompagner la planification des tâches et des stratégies. Clotaire l'a réussi, mais c'est vraiment quelque chose qui est très complexe pour les enfants avec des troubles développementaux du langage. Pour ce faire, il est essentiel de soutenir la mémoire de travail, de nouveau avec cette capacité d'évocation et la planification des tâches, et puis en fait d'accompagner le transfert des compétences en développant les capacités de raisonnement et la mise en lien. Je vais citer simplement Gérald Debussy qui décrit comment la mémoire de travail à l'école intervient, et ce dans un petit écrit qu'il a fait. C'est vraiment très intéressant pour les enseignants, je me permets de le dire, parce que je crois que la mémoire de travail, elle peut vraiment, si elle est travaillée, elle peut vraiment développer les associations d'idées, de mise en scène, développer l'imagerie, ce qu'il appelle l'imagerie mentale, et la capacité d'évoquer et soutenir la mémoire de travail. On pourrait dire que cette activité-là aurait sa place à juste titre comme la didactique des maths, du français, de l'histoire, ou quoi que ce soit, dans un enseignement, pour aider tous ces enfants à avoir accès à la connaissance. Donc, pour permettre les compétences des élèves avec des troubles développementaux du langage d'être efficients, il s'agit de développer les compétences d'évocation et développer des stratégies procédurales et de mémorisation afin de permettre à l'enfant et l'adolescent de savoir comment il fonctionne, ce qu'on appelle la métacognition, et d'avoir accès aux compétences, à ces connaissances. Ainsi, je pourrais dire qu'en tant qu'enseignante, qu'il me faut décaler mon paradigme d'enseignement et qu'une de mes fonctions essentielles est d'accompagner le processus réflexif vers le transfert des connaissances. Donc, on a retenu que l'enseignant enseigne à lire à ses élèves, il enseigne le décodage, il met à disposition l'outil numérique pour accéder aux apprentissages, et que l'élève va lire ou utiliser par défaut la compensation pour apprendre. On va développer, j'enseigne à lire j'enseigne les stratégies de résolution d'une tâche à l'élève, et l'élève va être compétent d'une part dans l'utilisation de son savoir et d'autre part
être conscient aussi de son non-savoir et pouvoir aller chercher de l'aide et en demander. Pour cela, on va lui apprendre, l'accompagner à susciter son attention, à solliciter son attention en apprenant la position d'élève, la posture d'élève, la position d'attention, en lui apprenant, en enseignant également à traiter de consignes pour planifier et pour répondre. C'est ce qu'on appelle donc les stratégies d'apprentissage et de mémorisation pour qu'il puisse restituer ses connaissances dans différents champs. Donc, comment, on en a déjà un peu parlé auparavant, mais Joël Ronet en parlera dans son expérimentation ensuite. L'enseignement explicite est vraiment une entrée que nous avons adoptée en parallèle, en complément de l'entrée socio-constructiviste, en développant, en permettant l'interaction, beaucoup plus d'interaction entre les élèves et en accompagnement d'un questionnement plus fin, plus clarifié, de façon à ce que la connaissance soit plus clarifiée, soit moins d'inconnu, moins explicite pour eux, eux qui n'ont pas accès ou difficilement à l'implicite et à l'abstraction. Et on décomposera les tâches en sous-tâches, avoir des sous-objectifs de façon à ce que la stratégie de réflexion, de pensée puisse être bien claire pour l'enfant et qu'il puisse ensuite accéder à la connaissance. Ainsi, on retient accompagner le projet d'évoquer pour mémoriser la connaissance, développer un langage intérieur, soutenir la mémoire de travail pour accéder à la connaissance, entraîner l'élève vraiment à faire un traitement actif de l'information verbale, visuelle, voire kinesthésique pour accéder à la mémoire à long terme et développer sa capacité à planifier pour mettre en œuvre ses connaissances. Pour cela, vous allez voir, il y a un certain nombre d'outils qui sont présentés en fin de présentation. La liste n'est pas exhaustive et il y a bien d'autres outils qui sont intéressants, mais ils viennent notamment, ce sont des exemples de Saint-Charles ou bien du Canada. Alors, sachant que les capacités d'accès au langage écrit sont dépendantes de la mémoire de travail auditivo-verbale et des capacités de langage, notamment du vocabulaire, Joël Ronet va vous présenter maintenant une expérimentation qu'elle a menée avec les élèves qui ont des troubles mentaux du langage à l'Institut Saint-Charles. Et on retient, j'enseigne le vocabulaire à l'élève comprend ce qu'il écoute et lit, l'enseignant va accompagner sa démarche dans le traitement de l'information pour accéder à la stratégie de mise en sens. Donc, je vais donc maintenant laisser la parole à Joël Ronet. Merci beaucoup. Alors, l'expérimentation, les points saillants que je vais vous montrer là sont ici de deux expérimentations. L'une en classe de langage 1 qui accueille des enfants, on va dire, de niveau début cycle 2. C'était autour de l'album Le Géant d'Iralda de Tommy Ungerer. Et puis l'autre expérimentation, c'est fait en langage 3, donc ça accueille des élèves, on va dire, de niveau mi-cycle 2. Et là, c'était sur un projet d'écriture autour du monstre. Donc, dans l'expérimentation que j'ai menée, à chaque fois, je me suis bien attelée à développer les activités cognitives dont parlait juste avant Claire, au niveau du traitement de l'information pour pouvoir permettre, développer la capacité à évoquer, au niveau de la mise en place de stratégies pour pouvoir mémoriser, et puis au niveau des transferts des compétences pour pouvoir développer des capacités de mise en lien et des capacités logiques. Alors, pour pouvoir, un petit rappel par rapport aux déjà différentes mémoires qui sont en jeu dans l'enseignement du vocabulaire. Il y a deux types de mémoire, la mémoire lexicale qui va renfermer le mot dans sa forme phonique, et puis il y a la mémoire sémantique qui là va stocker le mot, le sens du mot. Et l'existence de ces deux mémoires, lexicale et sémantique, c'est un impact fondamental au niveau de la pédagogie, c'est qu'il n'y a pas une méthode, une façon de faire.
Si on n'est que sur la mémoire lexicale, où on apprend par cœur, par répétition, ce ne sera pas suffisant parce qu'on ne va pas enrichir la mémoire sémantique. Alors, comment faire pour enrichir cette mémoire sémantique? Eh bien, on va aller procéder avec un apprentissage multimodal, donc on en a parlé déjà plusieurs fois avec différentes modalités, et multi-épisodique. Et là, le multi-épisodique, il reprend les processus de construction d'un concept où on va être sur plusieurs épisodes, plusieurs contextes, on peut dire les deux termes, qu'on va répéter et qu'on va varier. Et donc, nous, dans l'expérimentation, c'est ce qu'on a mis en place. Il a fallu multiplier les contextes et les varier pour permettre aux enfants de se construire des représentations mnésiques autour d'un vocable qui était dans notre corpus de mots. Alors, pour pouvoir développer justement les compétences et vocations, on a vraiment mis le focus sur la démarche, la façon dont on va procéder, comment faire. C'est un enjeu qui est essentiel chez des enfants qui ont justement des difficultés d'évocation, de pouvoir dire comment je vais faire. Donc là, on est sur l'album, hein, le géant d'Iralda. On a proposé différentes situations avec une progressivité. Là, on est sur le puzzle de l'ogre. Alors, on a fait plusieurs activités sur le puzzle, des collectifs, des individuels, sur d'abord l'ogre en couleur, en grande affiche, et puis plus petit en individuel. Et donc, vous voyez, la première illustration à gauche est très contextualisée. On reconnaît tout de suite l'ogre du géant d'Iralda. Et donc là, l'enfant a juste à identifier les parties du corps où on va pouvoir les poser à certains vêtements. Et puis, on va aller ensuite sur une simple silhouette. Et là, il va falloir que l'enfant puisse se représenter l'intérieur de la silhouette, les différentes parties du corps, pour pouvoir les nommer et y attribuer ensuite un habit. Et puis, la phase ultime qui est visée, c'est que juste à partir du mot, qu'il soit lu ou entendu, il soit capable d'évoquer et d'avoir tout de suite une représentation mentale. On a aussi joué sur une progression au niveau des référents. Donc, en haut, on voit ils sont perceptibles et ensuite, ils étaient dans des enveloppes, donc absents, cachés. Les enfants n'étaient pas encore dans la lecture, donc les mots qui sont sur les enveloppes, c'était pour nous, c'est un jeu de marchande, pouvoir retrouver plus facilement les éléments qu'ils venaient nous demander. Alors, face à des capacités cognitives déficitaires, on l'a déjà vu, les activités qu'on a proposées, elles étaient pensées pour les aider à transférer. Donc, on a pris appui sur l'illustration pour pouvoir leur permettre d'évoquer. Et là, le visuel, il est vraiment là pour compenser le manque de représentation mentale. On a aussi mis l'enfant en position d'être actif. Et donc, pour le jeu de bataille de l'ogre, c'est eux qui l'ont construit. Oula. Pour pouvoir créer justement le besoin du mot. Comment on dit quand c'est plus grand que grand, c'est gigantesque. Comment je dis pour pouvoir dire maintenant il est plus petit que le petit, c'est minuscule, etc. Et donc c'est eux qui ont construit le jeu de bataille pour pouvoir y jouer après. Donc là on est aussi sur des multi-épisodiques. Et puis il y a différents modes de représentation, le dessin, on voit le mot château où chaque lettre donne un indice pour avoir une idée de ce que le mot signifie. Et puis la mâchoire de l'ogre avec les dents pointues, donc là les enfants ont découpé, etc. Et ces différents modes de représentation, ils vont aussi participer à la mise en mémoire. Voilà. Donc le jeu, ça a été vraiment un vecteur essentiel dans les activités qu'on a proposées parce que c'est un moyen d'instaurer la répétition dans un contexte significatif, ça c'est très important, et puis la réactivation, et plus on va réactiver, plus on va pouvoir ancrer en mémoire. C'est aussi du coup une situation routinière parce qu'on joue, on rejoue plusieurs fois, et les enfants avec TDL ont une meilleure intelligibilité lorsqu'ils sont dans une situation routinière. Et puis le jeu, c'est surtout un formidable moyen de pouvoir favoriser les interactions langagières, et on sait qu'elles sont assez difficiles chez les enfants porteurs de TDL, du fait du souci de l'altérité et puis de l'hypospontanéité au niveau du langage. Alors là, un autre geste professionnel, c'est d'accompagner le passage à l'abstraction. Et là, donc, on a proposé des situations pour pouvoir permettre d'abstraire, décontextualiser et recontextualiser. Et donc là, toutes les situations qui sont proposées, elles vont permettre de multiplier les connexions et du coup de simplifier la récupération en mémoire parce qu'on aura différents chemins et des nombreux chemins. Voilà. Donc ces multi-recontextualisations, elles vont stabiliser le sens, mais surtout, nous, ce qu'on visait, c'est qu'elles puissent stabiliser la procédure. Comment je vais faire pour pouvoir abstraire? Donc, la première photographie en haut, on voit, on est sur
la découverte et l'exploitation de l'histoire du géant Zeralda avec le support visuel pour pouvoir justement avoir ces représentations mentales déjà toutes faites. Et puis, on va extraire des mots et les isoler et les mettre dans notre petite boîte à mots où les enfants vont du coup produire une phrase et donc ils doivent le recontextualiser dans une autre phrase. Vous voyez là, il y a une enseignante à gauche, c'est moi, et puis ensuite, il y a l'autre enseignante titulaire de la classe. Donc là, on est aussi sur différents locuteurs et interlocuteurs. Ce qu'on a vu, c'était assez intéressant. Ensuite, ces phrases qu'on aura faites, on va aussi les mettre en action. Donc, on va jouer l'histoire, on va mimer, on va faire la théâtraliser. Et là, c'est le passage par le corps et par le mouvement qui va aussi permettre d'ancrer en mémoire. Et puis là, la dernière utilisation, c'est d'utiliser le mot à l'écrit. Donc, il va la recontextualiser dans une phrase. Alors là, c'est une situation quand même assez complexe, on a besoin d'étayage. Et donc, on voit, on a le petit mur de mots, alors qu'il est encore sur un tableau, c'est les premiers essais de catégorisation, qui a plutôt une fonction d'outil de compensation mémorielle. Et puis, on a l'étayage visuel avec les deux étiquettes de couleurs pour pouvoir alléger le coût cognitif de utiliser le mot et faire une phrase syntaxiquement correcte. Donc, on est sur une méga structure, l'étiquette bleue qui nous dit qui et l'étiquette rouge qui nous dit quoi. Donc, l'enfant a du coup les moyens de pouvoir construire une phrase syntaxiquement correcte avec un coût cognitif moindre. Mais au-delà de ces modalités de guidage et d'étayage, c'est plutôt globalement un enseignement explicite qui est visé pour pouvoir rendre compréhensible aux enfants ce qu'ils vont faire, ce qu'ils font, ce qu'ils vont faire et surtout ce qu'ils vont apprendre de se faire. Donc là, je vous ai mis un extrait des mots de la maternelle pour l'enseignement du vocabulaire. Donc voilà, l'enseignant aide les enfants à se représenter ce qu'ils vont devoir faire avec quels outils, selon quel procédé, moi je dirais quelle procédure. Et cette pédagogie, il va la poursuivre, là c'est à l'école maternelle, mais jusqu'au collège. Parce que les besoins demeurent, l'enfant adolescent, c'est enfant au sens pédiatrique jusqu'à 16 ans, va être dans la difficulté d'évocation et d'abstraction encore au collège. Donc, les aménagements qu'on va mettre par rapport à ces besoins vont perdurer jusqu'au collège. Et c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier, peut-être parce que justement, on ne voit pas chez l'élève la difficulté à traiter l'information et à transférer. Alors là, j'ai voulu faire un petit focus sur l'autocontrôle. C'est une fonction d'aide qui me paraît vraiment prégnante parce qu'elle permet d'installer les moyens de rendre l'élève autonome justement dans la réalisation de la tâche et dans sa vérification. C'est une des composantes de l'activité de métacognition parce qu'on pourrait définir l'autocontrôle comme le regard réflexif, critique que l'élève va porter sur ce qu'il fait. Mais ce qui est très important, c'est pendant qu'il le fait, à ce moment-là. Donc, il va leur donner des points de repère pour qu'ils puissent mener la tâche à terme, plutôt en autonomie, et pouvoir la vérifier. Là, on est vraiment au cœur des habiletés cognitives, et donc il faut vraiment pouvoir accompagner, parce que tous les mots qui sont relatifs aux processus mentaux sont très peu utilisés chez des élèves porteurs de TDL, et si on devait leur demander de prendre cet aspect-là seuls, ils seraient totalement en surcharge cognitive. Alors, je vais illustrer mon propos avec une activité qu'on a proposée, c'était le jeu des paires. Donc là, on a un enfant qui a une carte qui est une illustration du géant de Zeralda, qui décrit la carte sans la montrer aux autres élèves. Et les autres élèves doivent trouver la carte identique qu'ils ont devant eux uniquement en traitant la chaîne sonore entendue. Et là, on accompagne vraiment la stratégie. Comment est-ce qu'on va faire pour pouvoir réussir? Donc, on va, en même temps que les élèves le font, on est vraiment dans les allers-retours avec les élèves. Le maître va questionner, donc là, c'était moi, l'enseignante, va questionner les élèves pour leur permettre de faire scène la capacité à apprendre. Il est question, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais écouter et regarder. Comment tu vas faire? On voit bien qu'ils ne regardent que les cartes où il y a l'ogre, si on vient de décrire l'ogre, on ne regarde que celle-là. Par quoi tu vas commencer? Justement, par regrouper ces cartes où il n'y a que l'ogre, pour ne pas être distrait sur l'image où il y a un petit chat et partir sur quelque chose qui me plairait bien. Et puis, comment tu peux être sûr que c'est toi qui as bien la carte identique? Et là, on voyait bien que l'élève était en train de regarder l'autre élève qui avait levé le doigt pour voir qu'est-ce qu'il a sur sa carte
que moi, je n'aurais pas. Et donc là, ils sont bien obligés de faire attention à nouveau au personnage. Est-ce que c'est bien l'ogre? Est-ce qu'il est bien dans le château? Est-ce qu'il a bien le couteau avec lui, etc. Alors, l'enseignement du vocabulaire, il vise évidemment à développer des capacités lexicales. On voudrait évidemment que l'enfant ait plus de vocabulaire, puisqu'on a vu l'importance pour entrer dans le langage écrit, mais ça va surtout développer des compétences métalexicales. Et là, elles sont évidemment aussi à accompagner. La première, on va aider l'enfant à organiser son vocabulaire en lui enseignant les liens qui structurent le lexique, la synonymie, l'antonymie, etc., puisque lui, son monde n'est justement pas organisé. On va l'aider à ranger les livres dans la bibliothèque pour qu'il puisse après retrouver plus facilement le livre qu'il voudrait. Dans toutes les séances notionnelles qu'on a travaillées, que ce soit la catégorisation, le remplacement d'étiquettes mots, la dérivation, etc., on va à la fois solliciter et développer l'attention, autant au niveau de la sélection. Voilà, je suis juste capable de regarder ma petite carte où il y a l'ogre et j'oublie celle où il y a le petit chat qui pourtant me plaît bien. Au niveau de la flexibilité, et ça on va le voir dans la dia suivante. Et toutes les activités qui sont proposées, elles constituent vraiment des situations de problème qui vont nous permettre d'initier des activités cognitives de qualité, comparer, catégoriser, associer, inférer, mémoriser. Donc là, je vais illustrer la catégorisation et l'élaboration du concept. Pour ça, moi, j'ai forcément adopté l'enseignement explicite, dans une démarche d'enseignement explicite. Tout en haut, on est sur une phase de modelage où moi, avec les images, je leur dis comment je vais faire pour l'attribuer plutôt sur l'inquiétude, sur la peur ou sur la terreur. Donc, on leur donne là déjà des repères. Et puis, les 3 photos d'en dessous, on est dans une phase de pratique guidée où les enfants ont des photos et doivent en groupe échanger pour pouvoir les catégoriser selon la gradation de l'émotion qui est là. Donc, il va falloir qu'ils échangent entre eux, il va falloir qu'ils se questionnent, ils vont faire par essai, erreur, etc. Et donc, ils vont pouvoir retransférer des procédures qu'on aura déjà éprouvées avant, développer le regard, catégoriser, émettre des hypothèses, faire un choix. Et là, ils sont vraiment dans l'élaboration du concept. Et là, il faut nécessairement accompagner cette mise en lien et le transfert d'une catégorie jusqu'à ce que ça puisse être en pratique autonome. Alors là, on a différents outils de structuration. On a le premier mur de mots et puis la fleur lexicale de Micheline Cellier. Mais finalement, quel que soit l'outil qui est utilisé, c'est bien le multi-épisodique qui va leur permettre de travailler l'évocation, le traitement d'informations et puis le transfert des compétences. Voilà. Le travail lexical, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il est vraiment propice au développement de stratégies d'action sur le sens. C'est les échanges qui sont organisés entre les enfants pour pouvoir argumenter plutôt sur la proposition du sens d'un mot ou pourquoi je vais le mettre dans quelle catégorie, qui vont leur apprendre à mobiliser une réflexion et puis au fur et à mesure à la réguler. Voilà, donc là, on est, pour illustrer la flexibilité, différentes modalités. Donc, en haut, on avait un pétale avec les lieux. Les enfants avaient choisi de mettre la ville, la clairière, la vallée ensemble. À droite, on était sur les cachettes. Et là, on était sur une vraie situation de problème parce que ça posait souci à un élève de mettre le rocher avec les cachettes parce que tous les lieux se passaient à l'extérieur et que toutes les cachettes étaient à l'intérieur. Donc, il y a un élève en plus qui me dit « mais les enfants, ils sont dedans les tonneaux qui est dedans la cave ». Donc, plus à l'intérieur qu'à l'intérieur, on ne pouvait pas. Et donc là, il a fallu résoudre cette difficulté. On était sur une propriété. Et donc là, ça fait vraiment travailler la flexibilité. On le retrouve en dessous dans la fleur des mots de l'album, où là, on a tantôt eu l'hyperonyme pour décrire, et les enfants devaient pouvoir constituer la liste en dessous avec tous les mots de l'album. Tantôt, on avait les mots de l'album, la ceinture, les bottes, etc. Et c'était à eux de trouver l'hyperonyme. Donc là, c'est pareil. Au sein d'une même tâche, on changeait la consigne. Et puis, ils ont du coup, si on va la petite boîte à mots de l'histoire, ce qui était au départ rangé de façon chronologique, on a pu le mettre de façon catégorielle avec les personnages, les lieux, les expressions.
Alors là, on est sur le même travail, mais à un niveau au-dessus, puisqu'on est dans la classe de langage 3. Et donc là, on ne retrouve plus que le mot. Donc la capacité d'évocation, on est beaucoup plus dans l'abstraction. C'est une autre forme de mur de mots. Là, on était sur des grandes affiches. Mais c'est de toute façon une phase de structuration. Et cette phase de structuration, elle permet en fait, elle va participer à la phase de stockage en mémoire. Puisque la mémoire, les chercheurs la définissent souvent comme une toile d'araignée très, très hiérarchisée avec des connexions sémantiques, logiques, morphologiques, phonologiques. Voilà, là, on travaille donc les différents liens. Hein, tout à fait à gauche, la synonymie. En dessous, sur la droite, on voit l'antonymie. Et puis, on a aussi des catégories par couleur sur les verbes, les mots, les noms, etc. Même si on ne va pas utiliser la terminologie verbe, nom, etc., les enfants ont quand même cette conscience grammaticale. Alors, la deuxième compétence à accompagner, c'est l'analyse morphologique. Il faut pouvoir développer des stratégies pour être face à un mot inconnu. Donc, il peut y avoir le recours au contexte, mais il peut y avoir aussi le recours à l'analyse morphologique. Là encore, on va d'abord partir du visuel pour pouvoir permettre aux enfants de faire du lien et d'évoquer avant d'aller sur le mot écrit. Ça, c'est une phase qui est essentielle et dont on ne va pas pouvoir se passer si on veut qu'ils puissent évoquer. Et puis, seulement après, on va pouvoir rajouter le mot. Une fois que j'aurai fait le lien entre cette image où il y a un poil et ce monsieur qui a plein de poils et qui est poilu, une fois que le sens est là, je vais pouvoir aller sur le mot et parler de ce qui est commun dans le radical, etc. Voilà. Et je vais juste pouvoir terminer, même si ce n'est pas tout à fait le propos, sur le travail sur l'élocution, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement important et accompagné chez ces élèves, parce que souvent, un mot a un sens et un seul. Donc là, dans une expression, j'ai deux mots. Indépendamment, je connais bien leur sens. Et puis, mise comme ça dans une expression, ça perd tout à fait de son acception. Et ça, c'est vraiment un travail à accompagner. Alors, nous, on avait fait une petite boîte à mots. On mettait tous les mots qui nous plaisaient pour qu'il y ait aussi le plaisir, la conscience sur la sonorité. Donc, on avait pris le mot carabistouille, voilà, parce qu'il y avait une consonance qui nous plaisait bien. Et puis, l'expression dévorer un livre. Oui, on avait vu que l'ogre dévorait, mais là, dévorer un livre, c'est une autre acception que celle qui est connue. Donc, c'est aussi développer ce goût, ce plaisir des mots. Voilà, on va pouvoir conclure, on sera dans les temps. Alors, effectivement, vraiment désolée, on a bien dépassé les temps. Donc, on va simplement, pour conclure, dire que sans guidance, les compétences chez ces élèves, chez ces enfants et chez ces élèves ne peuvent pas se mettre en place malgré de vraies compétences. Donc, il est vraiment essentiel pour l'enseignant de travailler sur la mise en place de compétences par la guidance. Voilà, donc, en tant qu'enseignant, si je dois retenir une condition pour permettre à ces élèves porteurs de TDL d'être en réussite dans l'éducation inclusive, c'est de se dire comment je vais enseigner et surtout comment je vais enseigner la compétence, et donc je vais centrer sur la procédure. Et puis, il y a une condition sine qua non qui va peut-être paraître évidente, mais des fois, ça peut être bien de redire des évidences, c'est de faire preuve d'écoute et de bienveillance.